NGT Live présente en direct du Game Camp. À la base, tu es un artiste, donc graphiste, dessinateur, et du coup tu t'es intéressé aux techniques pour pouvoir plus avancer en termes de créativité, c'est ça ? Ouais, c'est ça. En fait, assez rapidement, on est limité. Un ordinateur, la plupart des logiciels de dessin ou de 3D, c'est pas de l'interactivité. Donc, si on veut passer du côté du jeu vidéo, il faut s'intéresser à la programmation. Alors bien sûr, on peut travailler avec des programmeurs, etc. C'est passionnant, mais parfois utiliser la programmation comme outil créatif, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, j'ai découvert en tapant le titre de ma présentation Creative Coding que c'est un vrai terme qui existe en fait dans le milieu. C'est texto, l'utilisation de la programmation non pas à des buts fonctionnels mais à des buts artistiques. Donc c'est vraiment un domaine qui souvent on sépare en fait programmation artistique, cerveau droit, cerveau gauche, alors qu'en fait ça peut devenir quelque chose, ça peut devenir le pinceau et la toile. Donc ça peut rester très cohérent. L'un peut desservir l'autre du coup et faire avancer les choses, tout est assez lié et uni. Et est-ce que tu penses alors que le profil type d'un programmeur dans la production d'un jeu vidéo, c'est justement un programmeur créatif ? Oui, idéalement oui. Idéalement oui, le profil type même de tout. Alors, phrase bateau au possible. Le profil type c'est souvent, en tout cas c'est ce qu'on recherche, des gens qui aiment le jeu vidéo. Et on s'aperçoit parfois il y a des gens qui aiment la programmation du jeu vidéo ou qui aiment l'animation mais qui sont pas des fans de jeux vidéo. Et l'idéal c'est de réussir d'avoir de se rappeler qu'on est là parce qu'on a envie de faire des jeux et pas uniquement du beau code ou des beaux dessins. Donc effectivement il y a un vrai lien en tout cas. Quelque part ça rejoint ton idée parce que moi ta conférence je l'ai déjà vue voilà et moi qui ai déjà bossé à mon niveau avec des équipes, j'enseigne aussi pas mal à des futurs créateurs. Moi je vois qu'il y a un petit problème de communication dans beaucoup d'équipes, c'est la compréhension des corps de métier avec lesquels on bosse. Et moi j'ai vu ta conf comme ça, sous cet angle-là, je me dis mais oui, il faudrait que tout le monde comprenne un peu ce que c'est le code pour que en fait tout le monde ait le même vocabulaire, que tout le monde comprenne, tu vois, et qu'on se braque pas les uns contre les autres. C'est vraiment pour ces problèmes de communication. Et si tout le monde comprenait un peu le code, en fait, ça serait effectivement plus simple de se comprendre et de créer avec les outils qu'on possède. Ouais, absolument. Alors, d'ailleurs, pour la petite histoire, là, j'ai comme la présentation elle est un peu historique, j'ai rajouté du coup l'année qui est arrivée. Donc tu verras, il y a des choses marrantes par rapport à ce que tu dis justement sur le lien entre créatif, codeur, les ententes, les mésententes, puis pas que créatif, codeur bien sûr, hein. Il y a beaucoup de métiers différents. Mais c'est vrai que je pense qu'un astronaute, il a des connaissances pointues sur des éléments très techniques. Il n'est pas juste utilisateur d'une navette ou d'un matériel. Il sait ce qui se passe derrière parce qu'il a besoin de comprendre aussi et de dialoguer avec des ingénieurs, avec des techniciens, avec des mécaniciens. Il y a besoin de... Alors, c'est des termes qu'on commence à entendre maintenant où les termes un peu couteau suisse, bon, qui est un peu bateau aussi. C'est l'idée que les gens peuvent se mêler les uns avec les autres. Ce qui est pas évident là-dedans, c'est aussi le pendant de ce côté-là, c'est qu'il faut pas non plus prendre la place d'un programmeur, oui, parce que ça reste un métier extrêmement pointu, extrêmement technique, et inversement. Mais se comprendre, c'est déjà un énorme pas en avant. Voilà, un énorme pas, donc tout à fait. Et j'en profite pour dire si des personnes ont des questions à poser, qu'ils n'hésitent pas à nous dire ça, on pourra partager et les faire les faire parvenir, Michel. Et alors ce que tu disais tout à l'heure, ça m'a fait penser au cercle de la démo partie programmée, la démocène, ouais. Pour la démocine, voilà, programmée dans un but artistique. C'est un sujet
qui t'a déjà intéressé, la démocine, que tu connais un petit peu? Oui, absolument, mais que je ne connais pas, que je connais de loin parce que j'ai pas le temps du tout. Moi, la démocine, c'est tous les jours au boulot. Voilà, tu sais en quoi ça consiste, mais t'as pas pu participer activement. Non, parce que j'ai vraiment pas le temps de le faire, mais il faut vraiment que je fasse un break. C'est-à-dire qu'il faudrait que je m'empêche de faire des jeux pendant un temps. Alors, manque de pôle, en ce moment, j'en fais deux en même temps. Mais il faudrait que je m'arrête et que je puisse faire ce genre de choses parce que je pense que c'est ultra enrichissant. En fait, il faut changer de façon de travailler, je pense à des moments. Il faut voir aussi d'autres méthodes, d'autres personnes. Donc non, je pense que c'est ultra intéressant et ça fait partie des choses qui sont sur ma liste. D'accord. Donc tu travailles sur 2 jeux en même temps, donc sur Wild et BGE2. Sur Wild, un petit mot, les choses avancent? Oui, ça avance. On en parlera un petit peu dans la conférence tout à l'heure. C'est pareil, c'est un travail de longue haleine. C'est des jeux qui sont souvent assez ambitieux, même très ambitieux. Petites équipes, des gens qui apprennent à se connaître. Donc c'est une aventure humaine avant tout. Mais ça avance super bien, on est vraiment content. Enfin moi en tout cas je trouve que c'est vraiment un exploit ce jeu. Mais on va en parler là quand ce sera le bon moment cette fois-ci. C'est vrai qu'on a fait beaucoup d'annonces assez tôt. On était tellement enthousiastes qu'on voulait partager beaucoup de choses, ce qui était bien aussi, parce qu'on a eu des super retours, on a beaucoup de gens qui attendent le jeu maintenant. D'accord, puis c'est motivant du coup aussi pour l'équipe et pour tout le monde. Ouais, bien sûr, c'est super motivant, c'est un projet qui nous tient à cœur, ce projet c'est un projet sur la nature, c'est un peu fantasmé aussi, on retrouve des thématiques qu'on peut voir dans Princesse Mononoke ou pas mal de films de Miyazaki, mais qu'on s'approprie clairement et qu'on retranspose dans le monde plus celtique, plus européen. Donc ça nous tient vraiment à cœur. C'est un projet qui est dans les tripes un peu. Et puis voilà. Et puis effectivement, il y a BGE2 aussi, qui est un projet de passionné. D'ailleurs, tu étais très ému à l'E3 lors de la présentation. Juste avant, enfin, difficulté d'avoir les bons mots en fait. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? Qu'est-ce qui a ressurgi pour toi pour être aussi ému? Je pense que alors c'est pareil, c'est un petit peu un thème que je veux aborder dans ma presse. On parle d'aventure humaine, on parle aussi de projets avec des difficultés techniques. C'est un jeu qui a mis du temps à comment dire? Il faut savoir que l'histoire de BGE elle est complexe, même pour BGE1. BGE1 c'était un projet difficile. On a la moitié de l'équipe qui a quitté au milieu en se demandant mais où est-ce qu'on va? On n'a jamais fait ça, on sait pas ce que tu veux faire, Michel. C'est compliqué, etc. C'était la première fois qu'on faisait un grand jeu d'aventure à la Zelda, on va dire. Oui. On était habitué à des jeux un peu à base de couloirs ou des jeux en 2D. Plus dirigiste. Ouais. Et donc l'histoire de BGE est empreinte à la fois de bonheur et parfois de difficulté. BGE 2 version 2007, ça a été un peu la même chose. Donc là, je vais l'aborder aussi beaucoup plus aujourd'hui. Et là, de savoir que maintenant, on présente cette suite avec alors on dit achievement, et je trouve plus les mots maintenant, des accomplissements, enfin en tout cas des succès, des choses qui sont positives sur cette marque qui est une marque difficile, parce que c'est vrai que c'est un peu le fantasme des jeux, moi personnellement, que j'avais sur Atari ou Amiga, des jeux d'espace qui existaient déjà, Starglider, Elite, j'en avais plein en fait, et quand j'étais gosse c'était plus que des jeux, c'était ça y est, je vais pouvoir m'échapper de la réalité. Pas qu'elle soit horrible, mais bon, quand on est à l'école, on a toujours envie d'aller rêver un peu dans les jeux vidéo, c'est une source de rêve. Pas que pour moi, c'est pas que du scoring, c'est aussi des aventures, des histoires. Et donc, faire un jeu d'espace, c'est un peu le jeu ultime pour un créateur en fait. C'est le jeu avec quelque chose d'illimité. Enfin, on touche vraiment l'essence de l'aventure. Voilà, donc effectivement beaucoup d'émotions au moment de présenter à l'E3 parce que tout à coup c'est une réalité, on est là, le public réagit sur le trailer, il y a beaucoup d'efforts sur tout ce travail-là, enfin ce trailer, la démo après qui arrive derrière. Donc c'est vrai qu'on se lâche parce qu'on lâche la pression parce qu'on a beaucoup bossé en général sur ce genre de choses. Ça s'est vu, rien qu'avec la vidéo qui a été montrée, très cinématographique, enfin qui envoie beaucoup, très blockbuster, voilà. Alors, ce que je repense, c'était la version qui a été exposée en 2009, je crois, qui devait être normalement la suite. Là, en fait, ça sera plutôt une préquelle, c'est ça ? Oui, absolument. On a changé un peu le temps a passé. En fait, 10 ans plus tard, on se dirige vers quelque chose d'un petit peu plus. Le multijoueur est arrivé sur console.
Vous avez totalement revu le projet en fait. Vous êtes Alors pas reparti de exactement. zéro. En fait, on s'est dit plutôt que de gommer le projet, plutôt que de l'effacer, on va travailler sur un autre moment de la trilogie. Donc il faut imaginer que BGE1 finalement c'est un peu l'histoire du milieu. C'est l'épisode, donc c'est n'importe quoi au niveau des noms du coup, hein, parce que BGE1 c'est le milieu, BGE2 Oui, c'est avant et BGE3 ce sera après, mais c'est pas grave, ça fait partie du côté un peu délirant du truc, mais au-delà de ça, plus important, oui l'histoire se passe avant et on veut pas que ce soit un reboot, on veut vraiment travailler sur les racines de BGE1. Que ça s'intègre comme une pièce de puzzle dans une autre. Exactement, et c'est d'ailleurs un travail passionnant parce que nous, ça nous permet il y a beaucoup de, comment dire, dans BGE1, il y a à la fois un cliffhanger sur la suite, mais il y a aussi beaucoup d'informations un peu mystérieuses révélées vers la fin du jeu, qui étaient les fondations initiales du projet, qu'on n'a pas pu faire en fait dans BGE1, qui étaient les origines de Jade, les origines des DOMS, etc. Donc là, on veut vraiment travailler les hybrides, d'où est-ce qu'ils viennent, c'est quoi le système 4, est-ce qu'il y a un système 3, enfin bon, beaucoup de questions. D'accord. Donc là, on a décidé d'y répondre et de pas abîmer, on va dire, ce qui serait la suite. Alors moi je me rappelle, j'ai eu l'occasion dans la presse de tester BGE1 et c'est vrai que sur la fin du jeu, le jeu m'avait vraiment beaucoup plu. Et en fait sur la fin du jeu, il y a comme une baisse d'intensité, quelque chose qui déçoit un peu par rapport à tout le reste du jeu. Alors c'est vrai que à la fin j'étais un peu déçu et c'est tellement embêtant en fait d'avoir apprécié vraiment un jeu à 80% et d'avoir peut-être les 20%, peut-être moins, enfin qui te déçoit un peu. Et c'est vrai que à l'époque j'attendais une suite, je me dis ces gens-là, s'ils font une suite, là, ils vont corriger les défauts, ils vont pouvoir avoir plus d'ambition et ça va être génial. Donc, quelque part, je suis super content que ça revienne. Alors moi, ça fait des années que j'entends des rumeurs, genre vous essayez des choses pour faire le 2, le procédural et compagnie. Et je me dis, c'est bon, je suis plus on va dire à l'âge, je suis impatient quelque sorte, mais je suis quand même content de voir que waouh, ça y est, c'est sur la. Tout à fait. On est sur la phase finale et il va sortir. Bah nous aussi. Ouais, bah oui, oui. Je me doute. Et donc du coup, ce qu'on a vu il y a maintenant 8-9 ans, ça sera BGE3 en fait. Ça n'a pas été totalement perdu du coup. Non, on c'est aura pas bien perdu une d'ailleurs. suite. Enfin, une suite dans le sens. Non, c'est pas perdu. Je vais en parler un peu aujourd'hui parce que j'ai récupéré des vieilles vidéos, donc on va pouvoir voir des images de cette époque-là. D'accord. Non, on garde l'ADN du projet. En fait, il faut savoir qu'un jeu, c'est pas uniquement un look graphique ou des choses comme ça, des choses plus profondes en fait. C'est les types de personnages. Alors là, c'est vrai qu'on a rajouté des nouveaux personnages qui sont un peu plus déjantés, mais ça veut pas dire que le projet est déjanté, c'est juste certains personnages sont comme ça. Mais aussi des mécaniques de gameplay, l'utilisation de la photo, des véhicules, des compagnons, enfin toutes ces choses-là, c'est les fondamentaux. Et puis c'est les mêmes personnes aux commandes, donc on peut s'attendre à ce que l'esprit soit conservé. D'accord, ok. Bah, c'est rassurant parce que quand le BGE2 d'il y a 8 ans a été, enfin on a vu le trailer, c'est-à-dire qu'il y a eu pas mal de travail dessus. Et quand on voit ce qui se passe dans l'industrie, parfois certains projets sont totalement annulés et on ne verra jamais. Ça, et c'est même moi ce qui m'attriste le plus, c'est les heures passées pour des projets qu'on ne verra jamais, pour les gens, enfin aussi bien en tant que joueur que pour les gens qui ont travaillé dessus, et c'est rassurant que ça n'a pas été perdu et qu'on le verra tôt ou tard. Faut juste être patient en fait. Ouais, absolument. Enfin moi j'essaye le plus possible, même si c'est jamais évident, de faire que le projet garde une certaine direction. Alors c'est vrai qu'au début, en général, on est extrêmement ambitieux sur un projet et donc on enlève des ambitions petit à petit. Mais le but, c'est de garder quand même un cœur de quelque chose qui va rester jusqu'à la fin. C'est un peu la thématique de cette présentation de tout à l'heure, c'est comment finalement éviter de couper trop le jeu en fait et de bien comprendre les enjeux techniques pour éviter de se retrouver coincé à un moment donné et de couper, parfois de finir un peu rapidement un jeu parce que il faut finir quoi. Tout à fait. Alors là, sans forcément demander les questions clichés, quand est-ce que sort Wild, quand est-ce que sort BGE2, est-ce que t'as forcément un planning en tête, mais alors on a une réponse. Quelles seraient un peu les fourchettes, quand est-ce qu'on en saura un peu plus sur Wild et sur BGE2 par la suite
BGE2, il va y avoir pas mal de nouvelles parce qu'on a créé ce qu'on appelle le Space Monkey Programme D'accord. sur bgegame.com. Je fais un peu de pub. C'est pas vraiment de la pub d'ailleurs, c'est un lieu de. Alors ça se met en place, c'est encore un petit peu mou là, mais ça se met en place. L'intention, c'est de communiquer de façon très transparente sur le développement du projet. D'accord. Et pourquoi on n'annonce pas de date? Parce qu'aujourd'hui, ça peut glisser d'un an. On peut annoncer une date et on peut être un an trop tard. Bien sûr, c'est pour ça si tu as une fourchette en tête pour certaines choses. J'ai presque envie de dire, vous allez voir là, dans les 6 mois qui arrivent, D'accord. beaucoup de contenu. Ok. On va présenter je peux dire ce qu'on va présenter. On va présenter du online parce qu'on a du online qui marche très bien. On va présenter la ville plus en détail, le système d'aventure. Et donc, en voyant tout ça, ce qu'on espère, c'est que les gens, au lieu d'attendre sans aucune nouvelle, c'est ça le plus pendant 2 ans, le plus difficile d'attendre. on sans aimerait savoir, que les gens, quoi. oui, absolument. On aimerait que les gens vivent avec nous le développement, sachant qu'il y a des choses qu'on n'a pas montrées encore. Donc heureusement, on n'est pas aussi, on n'est pas au début du projet. Il y a des choses qui se. Et là, voilà, ce qu'on peut dire, c'est que l'équipe se renforce énormément en ce moment. On a des gens de grands talents qui rejoignent l'équipe. Et on va communiquer dessus très rapidement. C'est-à-dire que là, cette année, il va déjà y avoir des nouvelles vidéos de gameplay, des échanges avec la communauté. Donc on va pas attendre 8-9 ans avant d'en revoir plus. Non, on va pas faire de blackout. Non, mais bon, c'est pas. Non, on a envie justement. On sait que c'est des projets pour lesquels nous, c'est difficile de faire de faire de prédictions de temps, de date. Oui. De toute façon, plus tu as d'ambition, plus c'est compliqué de prévoir. Bien sûr. Oui, parce que c'est des thèmes, c'est des types de jeux qu'on n'a jamais abordés. Même à Ubisoft, même s'il y a eu des Assassin's Creed, on n'a jamais fait ce genre de moteur, on n'a jamais fait ce genre de jeu. Et donc c'est très difficile de savoir exactement le temps que ça va prendre, tant qu'on n'a pas ce qu'on appelle une vertical slice, une tranche de gâteau de l'ensemble des problèmes du jeu, où là, on peut commencer à faire une estimation de ce que va prendre l'ensemble de l'édifice. Et aussi des décisions définitives sur ce qu'on appelle sur le scope, en fait, sur la taille du gâteau en quelque sorte. Ouais, et puis ce qui influence aussi par ricochet la durée de vie du jeu et exactement. Voilà, c'est la qualité du projet en fait. Absolument. Ouais, parce que voilà, moi je trouve que c'est des fois dans certains jeux il y a de la rallonge de durée de vie un peu artificielle. Oui. Mais là sur un projet aussi gros, c'est en fait quelque part vous vous dites ça se trouve il va être trop long avec tout ce qu'on a voulu mettre dans le jeu. C'est le problème inverse. Ouais, absolument. Et pour Wild, à peu près quand tu crois qu'on entendra un peu plus parler cette année, plutôt l'année prochaine C'est idéalement cette année, mais à nouveau en fait il y a des éléments techniques, il y a des éléments on est très ambitieux sur ce projet en fait, je pense que les gens vont être assez étonnés de ce qu'on va montrer par rapport à ce qu'on a déjà montré, mais c'est tant mieux à la limite, hein. On veut vraiment aller au bout de nos idées. Donc le projet devient assez délirant, mais dans le bon sens du terme, et surtout on commence à refermer maintenant les choses. Un projet, il faut savoir que ça a une phase d'ouverture où on accepte des idées, on grossit, on fait des essais, etc. Puis au bout d'un moment on dit bon allez maintenant on commence à fermer, on stoppe les idées, on s'arrête et on s'y met quoi. Et maintenant on fabrique, et là ça commence à faire quelques mois qu'on est dans cette optique là. Alors, depuis avril on est dans une phase maintenant où on ferme et on est content de ce qu'on a gardé dans le panier. D'accord. Alors il y avait une question d'un auditeur à propos de Wild, en termes de financement. Ça n'a pas été trop compliqué de le financer en tant qu'indépendant au final, parce que là tu es totalement indépendant sur Wild, c'est pas financé par Ubisoft. Non, mais c'est quand même financé par Sony. D'accord. Et ça n'a pas été trop compliqué pour trouver un financement pour ce projet-là ? Non, c'était pas trop compliqué. Et je crois d'ailleurs qu'en ce moment, pour des équipes qui veulent faire des jeux de qualité comme ça, il y a vraiment, c'est recherché en fait. C'est recherché. C'est un message important, je pense, pour les indés. Pas besoin d'avoir non plus un track record phénoménal. Je pense qu'il faut arriver avec des bonnes idées, avec des bonnes équipes. Mais il y a vraiment en ce moment de la place pour le jeu. On va dire du double A, je sais pas comment on appelle ça, du 1D++, enfin ce type de jeu là. Double I, triple I. Ouais, indépendant. Après au bout d'un moment on s'y perd, mais voilà, des Limbo-like, il y a des beaux projets qui sortent, il y a pas mal de studios à Montpellier maintenant qui font ce genre de jeu. D'accord. Et il y a de la place pour ces jeux là clairement en fait. Ah tout à fait. Et puis ça fait avancer quand même, à mon avis, à mon humble avis, l'industrie dans un bon sens, et ça pousse à éviter les gens à repousser. Alors, une autre question d'une autre personne vis-à-vis des fans sur BGE2. Comment tu ressens
la pression de la part des fans en fait. Est-ce que C'est une très bonne question. Ouais. D'abord, il faut savoir qu'on a beaucoup de respect pour les fans, même si on sait qu'on les malmène un petit peu, parce que on fait pas ce qu'on appellerait du fan service absolu, où on dit mais qu'est-ce qu'ils aimeraient, qu'est-ce qu'il faut absolument faire. On essaye d'être très intègre dans notre démarche de créateur. On se dit, nous, on a quelque chose en tête, on avait quelque chose en tête, qui est pas obligatoirement ce qu'on avait fait à l'époque de BGE1. Donc on veut pas être emprisonné non plus dans un mythe, le mythe d'un jeu. On a envie d'être plus dans les éléments qu'on a envie de faire ou qu'on avait envie de faire à l'époque. Ce qui veut pas dire qu'on veut trahir non plus BGE1 ou son esprit dans le cas de ce jeu-là. Mais je pense que c'est important, nous, qu'on soit intègre et qu'on soit pas uniquement en séduction ou en fin de service. Sinon, à ce moment-là, on est dans un mode où on n'est plus... de complaisance en fait. Oui, et puis on n'est plus à l'écoute de choses qui sont ce qu'on a appris entre-temps, ce qu'on a envie de faire dans un jeu, ce qu'on avait envie de faire aussi à l'époque, on n'avait pas réussi à faire. Ouais. Donc on essaie d'être le plus intègre possible. Mais à nouveau, moi je lis beaucoup de commentaires, je regarde les threads de com sur BGE Game. Il y a des super commentaires, notamment sur les personnages féminins, rôle des personnages féminins. Enfin, c'est des thèmes qui sont vraiment intéressants. Oui, oui. Donc toutes ces discussions, elles me passionnent. Donc voilà, discuter, c'est vraiment, c'est un vrai échange. Je pense qu'il faut qu'on essaie de mettre en place. C'est pour ça que c'est aussi pour ça que je te demandais un peu des fourchettes. Y a rien de pire que quand on n'a pas d'informations et qu'on ne sait pas à quoi s'en tenir. Et ouais. Bon bah voilà quoi. À nouveau, je préfère vraiment pas dire de date. Non, mais c'est justement pour ça que je ne te demande pas de date. C'est juste l'histoire d'avoir un petit peu d'informations. Encore une fois, donner une date, ça crée une attente. Ouais, le plus important. Peut-être qu'une surprise est. Au-delà de la date, oui, je pense que le plus important c'est du contenu cette année. Voilà, tout à fait. Et on a envie même de proposer du contenu jouable. Alors je pense pas que ce sera cette année, pour que les gens puissent commencer à mettre les mains sur le pad, à commencer à ressentir déjà les relations avec les compagnons. Alors ça c'est vraiment réservé aux fans, à ceux qui veulent vraiment se mettre. Il y en a aussi qui vont vouloir ne pas se spoiler. Bon, on évitera de spoiler quoi que ce soit, mais avoir accès au jeu bien avant, ça par contre on voudrait l'année prochaine. L'accès au jeu, pas le jeu définitif bien sûr, mais accès au jeu, expérimenter ce que c'est BGE2, ce que c'est l'espace, les grandes vitesses, mais aussi les humains, les enquêtes, etc. Ça, on voudrait que ce soit l'année prochaine. D'accord. Ça te permettra d'avoir des retours aussi. Exactement. On parle d'échange, c'est vraiment intéressant. Ouais. Et puis le jeu, il a un focus plus large que BGE1. Ah, mais c'est incomparable. Oui, c'est incomparable. Donc c'est vrai que voilà, quand on connaît une œuvre et qu'on l'a aimée, on reste toujours un peu attaché sur la vision qu'on avait de l'œuvre. Et c'est vrai que là, ça va être beaucoup plus grand, beaucoup plus ambitieux. Donc bon, voilà, comme ça surprendra les fans du premier. La surprise, c'est sûr. Ok. Bah merci beaucoup, Michel. Merci pour cet échange.